Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans les rouages d'un outil fondamental du droit commercial français, le nantissement de fonds de commerce. Ça peut sembler un peu technique, mais c'est un mécanisme absolument clé qui sécurise les prêts pour des milliers d'entreprises. Alors, mettons-nous en situation. Un entrepreneur a besoin d'argent pour développer son affaire. Une banque OSE accepte de lui prêter. Forcément, la question qui se pose tout de suite pour la banque, c'est comment être sûr de revoir son argent, surtout si les choses tournent mal. Eh bien la réponse, c'est justement le nantissement. C'est une forme de garantie, une sûreté comme on dit en droit, qui porte sur la valeur du fonds de commerce. Mais attention, le point vraiment crucial, c'est que le commerçant n'est pas dépossédé. Il continue à faire tourner sa boutique comme si de rien n'était. La garantie, elle, porte sur la valeur de son affaire, pas sur la boutique elle-même. Voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va voir le principe de cette garantie. Ensuite, on va se demander ce qu'elle couvre, concrètement. Puis, on va explorer les super pouvoirs du créancier si ça dérape. Après, on verra comment protéger cette garantie. Et enfin, on regardera comment tout ça se termine. Allez, c'est parti. Première section, donc la garantie du prêteur. Il faut bien comprendre que tout l'objectif de ce mécanisme, son unique raison d'être, c'est d'apporter une sécurité à celui qui a prêté de l'argent. Toute la logique est construite là-dessus. Section 2. Maintenant, la question à 1 million. Qu'est-ce qui est vraiment couvert par cette garantie? Sur quoi porte-t-elle exactement? En jargon juridique, on appelle ça l'assiette de la garantie. Et là-dessus, la loi ne laisse aucune place à l'improvisation. Tout est cadré par un article bien précis du Code de commerce, le L 142-2. C'est lui qui fixe les règles du jeu et personne ne peut y déroger. Et cet article, il fait une distinction super importante. D'un côté, il y a ce qui est inclus d'office par défaut, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. C'est le cœur du réacteur du fonds de commerce, le nom, le droit au bail, la clientèle. Et de l'autre côté, il y a des éléments comme le matériel ou les brevets. Pour que ça fasse partie de la garantie, il faut que ce soit listé expressément dans le contrat. A l'inverse, il y a des choses qui sont systématiquement exclues. Le plus évident, ce sont les marchandises. Logique, elles sont là pour être vendues, leur stock bouge tout le temps. Sont aussi exclus les murs du local, qui relèvent d'une autre garantie, l'hypothèque. Et puis, bien sûr, tout le matériel que le commerçant ne possède pas encore à 100%, comme celui en crédit-bail. On attaque maintenant la troisième section, les pouvoirs du créancier. On entre dans le vif du sujet. Que se passe-t-il concrètement si l'emprunteur ne rembourse plus? Quels sont les outils à disposition du prêteur? Alors, premier point, et il est fondamental, le créancier ne peut pas juste débarquer et dire « Ok, la boutique est à moi maintenant ». C'est absolument interdit par la loi. La seule et unique issue, c'est de forcer la vente du fonds de commerce pour se payer sur le prix de la vente. Et c'est là qu'intervient son premier grand pouvoir, le droit de préférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez une file d'attente de gens à qui on doit de l'argent. Eh bien, grâce à ce droit, le créancier nanti a une sorte de coupe-file. Il passe avant tous les créanciers simples, ceux qui n'avaient pas de garantie. Le deuxième pouvoir, tout aussi redoutable, c'est le droit de suite. C'est un peu comme si la garantie avait un traceur GPS. Peu importe si le fonds est vendu à quelqu'un d'autre, la garantie reste collée dessus. Le créancier peut donc suivre le fonds et réclamer son dû au nouveau propriétaire. Mais attention, il faut nuancer un peu. Avoir un droit de préférence, ça ne veut pas dire qu'on est le premier servi à tous les coups. Le créancier nanti n'est pas systématiquement tout en haut de la pyramide des paiements. Et ce chiffre, il est assez frappant pour illustrer ça. En cas de liquidation judiciaire, le scénario du pire, quand l'entreprise ferme, eh bien le créancier nanti n'arrive qu'en 14e position. Oui, 14e. Avant lui, il y a les salariés, les impôts, les organismes sociaux. Ça montre bien les limites de cette garantie. Quatrième section, comment protéger cette garantie? Parce qu'un fonds de commerce, sa valeur peut fluctuer. Si elle baisse, la garantie s'affaiblit. Heureusement, la loi a prévu plusieurs garde-fous pour protéger le créancier. Premier cas de figure, le commerçant déménage sa boutique. Un changement d'adresse peut avoir un impact énorme sur la clientèle, et donc sur la valeur. La loi impose donc aux commerçants de prévenir les créanciers au moins 15 jours à l'avance. S'il oublie, la dette peut devenir exigible immédiatement. Autre scénario, le changement radical d'activité. On parle de déspécialisation. Là aussi, les créanciers doivent être informés, et ils ont leur mot à dire. Ils peuvent exiger certaines conditions pour s'assurer que leurs intérêts ne sont pas mis en péril. Ça, c'est une protection hyper importante. Le droit au bail, c'est souvent un des actifs les plus précieux du fonds. Si le propriétaire des murs veut casser le bail, par exemple pour des loyers impayés, il est obligé de prévenir les créanciers nantis. Le jugement est alors mis sur pause pendant 1 mois, ça leur laisse le temps de réagir et de sauver le bail et donc leur garantie. On arrive à la dernière étape de notre parcours, la fin du nantissement. Comment et quand est-ce que cette garantie s'arrête? Parce que, bien sûr, elle n'est pas censée durer éternellement. Une des causes de fin est purement administrative, le temps qui passe. L'inscription de la garantie est valable pour 10 ans.
pas un jour de plus. Si le créancier oublie de la renouveler avant la date d'anniversaire, c'est fini. La garantie s'éteint, tout simplement. Évidemment, la manière la plus normale pour que ça se termine, c'est le remboursement complet de la dette. Et la garantie n'a alors plus de raison d'exister. Elle s'éteint aussi si le fonds de commerce lui-même disparaît, par exemple si l'activité s'arrête pour de bon. Et puis, un créancier peut aussi, tout simplement, décider d'abandonner sa garantie. Pour conclure, on voit que le nantissement est un outil vraiment puissant, qui offre des droits très forts aux prêteurs. Mais, comme on l'a vu avec cette fameuse 14e place en cas de faillite, ce n'est pas non plus une garantie absolue. C'est un équilibre assez subtil entre la protection de celui qui prête et la liberté de celui qui entreprend. La question qui reste ouverte est de savoir si cet équilibre est toujours le bon dans le monde économique actuel. Merci d'avoir suivi cette analyse.